Bienvenue dans ce magazine franco-malien consacré au développement. Nous allons vous présenter le travail de plusieurs associations qui poursuivent l'œuvre du père Bernard Verspieren, un personnage bien connu au Mali. Nous partons pour Teriabougou, situé en brousse sur les bords du Bani, un affluent du grand fleuve Niger. Ici, un village de 500 habitants vit de l'agriculture, de la pêche et de l'accueil touristique. Un pari ambitieux mais réussi, né de l'amitié entre un pêcheur saumono et un père blanc. Voici pour commencer l'histoire de ce petit coin de paradis, Teriabougou, la case de l'amitié, un carnet de voyage signé Pierre Rappet. Comme voyageur, j'ai toujours aimé revenir sur les lieux déjà visités. Souvent, un simple détail transforme le dernier souvenir dont nous nous sommes imprégnés. Je reviens au Mali pour la 6e fois. Des rizières s'étendent à perte de vue dans cette plaine, encore inondée par les pluies du mois dernier. Le Mali est vert comme je ne l'ai jamais vu, et je comprends aujourd'hui pourquoi on l'appelait autrefois le grenier de l'Afrique. Autrefois, c'était avant les grandes sécheresses de la fin des années 60, qui décidèrent en grande partie de la naissance de Teriabougou, la case de l'amitié. Un temps de narration. Dès mon arrivée, je veux voir si le grand Caï Cédra est encore là. L'arbre, immense, trône toujours sur la pépinière en protégeant les jeunes pousses de son ombre et de sa fraîcheur. Un symbole qui ne change pas depuis mon premier voyage en 1986. Cette année-là, je rencontre le fondateur de la Case de l'Amitié, Bernard Verspieren. Ce père blanc est arrivé en Afrique comme missionnaire au début des années 50. Grâce à sa formation d'ingénieur agronome et poussé par l'appel du pape Jean XXIII, il se met au service du développement dès les années 60, au moment où le Sahel connaît la tragédie de la sécheresse. Pour lutter contre la désertification, il emploie les moyens les plus modernes. Forage, énergie solaire, énergie éolienne, biogaz. Bien avant l'heure, la Case de l'Amitié devient un centre expérimental des énergies renouvelables exemplaires, visité par des spécialistes du monde entier. Inlassablement, le père Verspieren tisse un réseau d'amis et de soutien qui lui permettent de développer ses projets de développement à travers tout le Mali. Des villages reprennent vie, les populations participent à l'effort et grâce au soutien des mécènes et de la famille de Bernard Verspieren, le projet traverse les années de cataclysme. Au début des années 2000, le père est victime de problèmes de santé. Il doit être soigné en France où il passe de longs mois. Je l'accompagne à son retour au Mali. Il est accueilli par son fidèle ami Lamine Samaké, avec qui ils construisirent ensemble la Case de l'Amitié. Les Maliens sont sa deuxième famille et sa case au bord du fleuve est son refuge. Il disparaît en 2003, son passage de l'autre côté du fleuve, comme il l'expliquait.
L'association d'entraide pour le développement rural, qu'il a créée en 1993, prend le relais du projet avec l'aide indéfectible de sa famille. En France, l'association des Amis du Père Bernard Verspieren se charge dans un premier temps d'organiser un nouvel encadrement du projet grâce à l'envoi de volontaires. L'enjeu est de créer un moteur économique pour assurer la pérennité du projet. La base, c'est de pouvoir donner du travail aux gens, de façon à ce qu'ils puissent vivre et rester sur place. C'est un modèle de projet, c'est-à-dire qu'effectivement, partant de cette idée du moteur économique qui permet de financer un certain nombre de projets communautaires, l'école, le dispensaire, les microcrédits, la création d'artisanat local, etc., on a voulu effectivement créer à la fois un modèle économique et un modèle social qui soit pertinent par rapport à l'environnement de Terriabougou. Aujourd'hui, le projet est recentré sur l'éducation, l'agriculture, la santé, l'environnement et le tourisme solidaire. Un hôtel confortable reçoit des visiteurs qui dépensent intelligemment leur argent dans un cadre préservé. La population locale pilote le développement pour le rendre durable et équitable. Terriabougou, c'est un centre de tourisme solidaire, cela veut dire que toutes les recettes qu'on récupère des touristes sont réinvesties soit sur l'éducation, soit sur la santé, soit pour les salaires, soit pour le développement de la population locale autour de l'hôtel. Mais si les recettes de l'hôtel participent à l'équilibre financier du projet, la Case de l'Amitié doit aujourd'hui faire face à d'autres investissements. La ferme expérimentale qu'elle était à ses débuts est devenue aujourd'hui un village de 500 habitants, avec une école qui accueille 365 enfants et un dispensaire qui réalise plus de 2000 consultations et 100 accouchements par an. Ces nouvelles dimensions et l'âge des installations exigent une maintenance importante. Je suis arrivée vraiment, le projet c'était là depuis longtemps et ça demandait beaucoup d'entretien, c'était vieux, donc il fallait renouveler. J'ai commencé par reprendre les câbles et l'installation électrique. Après, j'ai changé quelque part les installations d'eau. Maintenant, le problème, c'est avec les groupes électrogènes, ils sont fatigués maintenant. La difficulté, c'est de travailler dans la durée. C'est-à-dire à la fois d'être capable d'apporter un soutien financier qui permet de développer des investissements sur plusieurs années, et surtout d'avoir des projets dans la continuité qui bénéficient réellement aux populations locales et pourquoi pas à plusieurs générations. Donc je pense qu'il faut être capable de soutenir les choses dans la durée et surtout de les maintenir. L'électrification, l'approvisionnement en eau potable, la santé publique ne peuvent se passer de l'aide des partenaires. À l'image du futur centre de santé communautaire soutenu par la Banque mondiale et qui ouvrira ses portes en 2011. Près de 8000 personnes trouveront ici un accès aux soins et aux campagnes de vaccination. Cependant, début 2011, il reste à résoudre la fourniture de l'équipement intérieur et les outils d'analyse biologique. Ce projet a duré parce qu'il y a eu, si vous voulez, des gens du Nord et du Sud qui travaillent ensemble, dans un esprit d'amitié, de respect mutuel et de contribution efficace. C'est nous qui exprimons les besoins et ils nous appuient en fonction de nos besoins. C'est ce qui fait que ça répond vraiment aux besoins des populations rurales. C'est un modèle parce que tout simplement il y a tant au niveau des ressources humaines, des moyens financiers, tout est maîtrisé et la conception est faite avec les différents partenaires. C'est ce qui fait que c'est un projet qui est vraiment un modèle de développement. En une cinquantaine d'années, Terriabougou est passé de la ferme expérimentale au village. Pour l'avenir de ses enfants, la Case de l'Amitié mise sur l'éducation. Et quoi de plus précieux, en pleine brousse, qu'une école? Ils sont plus de 300 élèves à être scolarisés à Terriabougou et pour rien au monde, il ne manquerait le ramassage scolaire. On embarque avec eux. Le rituel est le même chaque matin. Vers 8 h, les pirogues des passeurs traversent le bras du fleuve inondé pour amener les enfants des villages voisins à l'école. Comme partout, il y a ceux qui ont peur d'être en retard, ceux ou celles qui ne jouent pas la montre, mais une chose est sûre, les enfants qui ont la chance d'être scolarisés à Terriabougou sont vraiment des mordus de l'école. En 1996, l'école se composait de 2 classes d'alphabétisation.
En 2000, elle comptait déjà 35 élèves et aujourd'hui, l'effectif est passé à 350. Un voisin accompagne Amadou et son fils à l'aéroport des voyageurs. Chaque matin, plusieurs ménagères vont au marché. Elles portent sur la tête ou sur les bras des tasses, des corbeilles ou des sacs. Les vendeurs et les clients discutent. C'est un marchandage sans fin. L'enseignement est dit classique, c'est-à-dire qu'il s'effectue en français. Dans cette zone rurale située en brousse, la présence de l'école est un atout considérable. Encore faut-il pouvoir envoyer tous les enfants à l'école. La principale difficulté, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté surtout qui empêche beaucoup de parents d'envoyer les enfants à l'école. C'est un gros investissement pour les parents parce qu'il faut payer des cahiers, il faut payer des bics, il faut payer aussi les frais de logement. Un équilibre très difficile à tenir pour les familles. Pourtant, à l'échelle des pays du Nord, l'investissement n'est pas considérable. Depuis 15 ans, l'association Oulin Mali Aquaviva, située en région lyonnaise, apporte son soutien financier à l'école. Nous contribuons, je dirais, nous, Oulin Mali Aquaviva et ses 250 adhérents, à financer 70% de l'éducation d'un enfant, soit il faut compter 40 €. La participation d'Oulin Mali Aquaviva, 40 €, on peut éduquer un enfant à Teriabougou, sachant que c'est entre 70 et 80 € pour vraiment l'enseignement complet, donc avec les aménagements, l'entretien, je dirais, de l'école. Mais la participation, c'est 40 €. Et avec 40 €, il y a un enfant qui va pendant un an à l'école. Pour les 260 enfants de l'école primaire, et malgré la difficulté de l'apprentissage du français, le taux de réussite de l'examen de premier cycle est pratiquement de 100%. C'est une grande satisfaction pour les partenaires. 100% de réussite, alors ça peut, les premières années, il y a 100% de réussite, mais c'est facile le diplôme. Mais ils nous ont dit le diplôme n'est pas facile, mais les conditions de travail à Teriabougou et l'engouement des enfants fait qu'il y a une véritable taux de réussite qui prouve l'excellence de cette école et qui nous ravit encore plus. Plus récemment, l'ouverture de 3 classes de second cycle permet aujourd'hui à 110 élèves de continuer leur scolarité jusqu'à l'examen d'entrée au lycée. Nous enseignons les mathématiques, physique, chimie, histoire géo, le français, SCM, éducation civique morale et l'anglais. Come on, Bola. Hurry up. We are waiting for you. Là encore, le soutien et l'aide sont plus que nécessaires car les conditions économiques difficiles éloignent les élèves de la scolarité. Ici, c'est les parents d'élèves qui payent les cahiers, les bics. Donc, si vraiment nous arrivions à combler ce trou-là, que si les partenaires arrivent à acheter des cahiers, des bics, pour les élèves, c'est quand même une source de motivation et ça permet d'avoir beaucoup, de les maintenir en tout cas. Puisqu'il y a certains qui démissionnent et il y a certains qui abandonnent l'école par la suite des charges. Ces élèves seront, on espère, qu'ils pourront rester sur place parce qu'il y a des projets nouveaux où on aura besoin de gens d'un meilleur niveau technique, on aura besoin qu'ils apprennent le français pour pouvoir aussi parler avec les donateurs, mais pas que le français, il y a l'anglais, il y a des Allemands, etc. Donc tout ça, ça fait un parti global, donc une vision globale, mais on part des gamins de 3 ans. Le verbe chanter, c'est un verbe de quel groupe ? L'éducation est une priorité pour l'État malien qui a construit 3 nouvelles salles de classe grâce à l'aide de la Fondation pour l'enfance, présidée par la Première Dame du Mali. Ces efforts, conjugués avec ceux des partenaires français, donnent espoir pour trouver le soutien de la Banque mondiale pour financer cette fois la réalisation d'une cantine. La cantine pourrait beaucoup améliorer la fréquentation ici parce que les enfants qui viennent de derrière le bras du fleuve qui traversent chaque matin, s'il y avait la cantine, au lieu qu'ils passent et retournent à la maison à midi pour aller manger, ces enfants-là allaient manger ici. Faciliter l'accès à l'école, au-delà du temps scolaire, permet aussi à ces enfants de se rendre au centre de documentation, là où chaque livre devient un trésor.
Pour l'association Oulin Mali Aquaviva, comme pour les autres contributeurs, l'objectif est de poursuivre l'aide à l'école et de l'accompagner à son rythme de croissance, mais en préservant son excellence. Deux chiffres à retenir, 40 € suffisent à scolariser un élève du primaire pendant 1 an et 70 € pour le secondaire. Le Jatropha curcas est une plante que les élèves de Teriabougou connaissent bien. Depuis 3 ans, autour du village, se multiplient les plantations de ces arbustes originaires du Brésil. Leurs fruits ne se consomment pas, mais pourraient bien offrir à Teriabougou son indépendance énergétique. Jatropha curcas, 2 mots qui valent de l'or dans la catégorie des biocarburants. Cette plante sauvage originaire d'Amérique centrale a été introduite en Afrique par les marins portugais. Elle pousse avec un rendement élevé dans les zones arides et elle produit une huile proche en qualité du diesel. Elle est peu connue dans les pays du Nord, mais elle fait beaucoup parler d'elle dans les pays du Sud. Par exemple au Mali, un pays parmi les plus pauvres du monde, enclavé dans l'Afrique de l'Ouest et sans une goutte de pétrole. Face au prix des hydrocarbures, le Jatropha offre une alternative vertueuse et une voie de développement durable. Nous, on la cultive essentiellement pour nos besoins, pour l'autoconsommation, pour diminuer notre facture énergétique. Au cœur du Mali, Teriabougou, la ferme expérimentale, est devenue au fil des années une communauté de villages de 6000 habitants. L'électrification est une priorité pour assurer le développement local, mais aussi offrir le confort indispensable à l'hôtel qui accueille des séminaires et des séjours touristiques éco-solidaires. Teriabougou a besoin de ça pour son autoconsommation, pour diminuer sa facture énergétique. Donc l'utilité première pour Teriabougou, c'est ça. Et au finish, on compte à la longue servir les hameaux proches de Teriabougou en électricité. Teriabougou est à 30 km de la première route goudronnée et autant de la première ligne électrique. Autant dire que question énergie, il vaut mieux se débrouiller avec les moyens du bord. Toujours pionnière des énergies renouvelables, la Case de l'Amitié a cultivé son autonomie dès sa création en 1965. Énergie solaire, énergie éolienne, biogaz, ce coin de brousse a toujours expérimenté le meilleur des technologies modernes pour assurer son développement. L'économie locale se partage entre l'agriculture et la pêche, sur le fleuve Bani, un affluent du Niger. Aujourd'hui, le Jatropha offre des capacités inégalables pour l'électrification des villages, grâce à des génératrices expérimentales qui fonctionnent avec son huile. L'objectif final du projet Jatropha de Teriabougou, c'est d'atteindre l'autonomie énergétique pour l'ensemble de la structure, c'est-à-dire l'hôtel, le dispensaire, les écoles et les habitations de Teriabougou. 1 hectare de culture produit environ 1 tonne de graines par an qui, une fois pressées et filtrées, vont donner à leur tour 250 litres de carburant. Le prix de revient au litre est réduit d'environ 30% par rapport au gazole. L'intérêt de la culture du Jatropha va au-delà. Le tourteau, résidu du pressage, sert d'engrais aux agriculteurs. Et les résidus de filtrage, eux, sont utilisés pour la fabrication de savon. L'ensemble de cette filière locale génère du travail et des revenus à plusieurs centaines de personnes, depuis les pépinières, l'entretien des cultures et la récolte. Le projet a été inauguré le 25 février 2010. Il est le résultat d'un travail de partenariat entre l'association des amis du père Bernard Verspiren, des industriels français, dont Total et GDF Suez, ainsi que le Centre de recherche agronomique pour le développement. Il s'agit là du transfert du meilleur de la technologie dans l'esprit toujours défendu à Teriabougou. Quand on aide, il ne faut pas, comment dirais-je, aider au rabais. Il faut faire les choses bien, correctement. La deuxième chose, c'est que on souhaite avoir véritablement un rôle de pionnier et participer aux travaux de recherche et de développement, en particulier en ce qui concerne les énergies renouvelables, hein, continuer dans la voie du père qui avait toujours été de l'avant, qui était toujours pionnier et en avance sur les technologies de son époque. Donc on a ce souci là aussi d'être dans l'excellence en matière de recherche et de développement. Pourtant, le Jatropha a connu des fortunes diverses à travers le monde.
Dans les années 80, l'Inde et le Nicaragua tentent de le cultiver à grande échelle. Mais les résultats sont peu concluants et les projets échouent. Une raison à cela. Ces graines sont toxiques pour les animaux comme pour les humains. Du coup, les agriculteurs ne trouvent pas les débouchés suffisants et sont victimes d'une trop grande dépendance envers les acheteurs. Aujourd'hui, le jatropha se présente davantage comme une alternative énergétique à l'échelle locale, ce qui convient parfaitement à Teriabougou et aux villages voisins. En termes d'utilisation des terres, le projet jatropha de Teriabougou incite fortement les producteurs à faire des plantations en haies et en culture intercalaire, afin que les cultures vivrières et le jatropha puissent coexister. En plus, le projet jatropha de Teriabougou ne vise que sa propre autonomie. Il n'y a pas d'objectif de vente à l'extérieur d'huile par la suite. On travaille aussi beaucoup à ce que le temps de travail nécessaire au jatropha soit assez réduit pour qu'il n'y ait pas de concurrence en termes de temps de travail entre culture vivrière et jatropha. Car le débat est rude sur la place des biocarburants dans l'agriculture, particulièrement dans les pays en développement où l'agriculture vivrière est capitale pour les besoins alimentaires. Le projet jatropha de Teriabougou intègre une large réflexion en cours au Mali, qui doit aboutir à une réglementation sur la culture des biocarburants. Le bilan carbone est favorable à l'huile de jatropha. Sa combustion rejette moins de gaz à effet de serre que celle du gazole. La culture sur place permet l'économie de la pollution due au transport des hydrocarbures. Ici comme ailleurs, ce projet marche car il est conçu pour rester à la mesure des besoins. Teriabougou a toujours été une vitrine en matière d'énergie renouvelable. Et là, je pense qu'on a démontré qu'il était possible de faire des projets qui répondent à un niveau de projets pointus. Au-delà des techniques, au-delà des technologies, au-delà des investissements, je pense que c'est d'abord un projet d'hommes et de femmes animés par le même désir de contribuer au développement des populations locales. Ce transfert de technologie est rendu possible grâce au soutien de partenaires de pays du Nord comme du Sud. Le groupe Total a financé le contrat de bail des parcelles, les bâtiments, les équipements et l'encadrement. Grâce à la Fondation Énergie Assistance, GDF Suez a fourni les 2 groupes électrogènes expérimentaux à bicarburation. Un programme de recherche agronomique sur les écotypes du jatropha est conduit par le CIRAD sur une parcelle expérimentale avec le soutien de l'Union européenne. Ces partenaires et bien d'autres construisent l'avenir de Teriabougou en obéissant à une règle simple, l'échange. L'éducation, le développement ne peuvent se passer de la santé publique, qui est une priorité pour l'État malien. Nous quittons maintenant Teriabougou pour Bamako. C'est encore une fois une histoire d'amitié, de rencontre, qui a permis la création du centre Père Bernard Verspieren. Ce centre propose un programme de réadaptation et d'orientation des personnes handicapées. Séance de réglage pour cet homme, amputé de la jambe droite à la suite d'un accident de la route. Il est équipé d'une prothèse, fabriquée et mise au point par l'atelier d'appareillage orthopédique. Après quelques séances de rééducation à la marche, il va retrouver une existence presque normale. À ses côtés, ce patient âgé de plus de 70 ans. Il a dû être amputé lui aussi, mais en raison du diabète. Depuis 5 ans, il ne marche plus. Il vient ce matin pour le premier essayage de sa jambe artificielle. L'apprentissage doit se faire progressivement. Pour aujourd'hui, l'orthoprothésiste n'a donc prévu qu'un essai en station debout. Malgré son âge et ses muscles atrophiés depuis l'amputation, le vieil homme a du mal à résister à la tentation de la marche. Plutôt satisfait de sa démonstration, il reviendra lui aussi achever son réapprentissage pour quelques séances. Sur un terrain offert par le gouvernement malien, de nombreux locaux accueillent des personnes handicapées. Le public vient recevoir des séances de rééducation en kinésithérapie, ergothérapie ou orthophonie. Un cabinet médical est intégré au centre. Il permet de proposer des consultations spécialisées. À terme, il participera au financement et soutiendra le fonctionnement global de la structure.
On rend des services extraordinaires avec ce centre-là, mais il n'y a pas une participation de l'autre côté. Les gens n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, s'il y avait une prise en charge, il n'y aurait aucun problème pour le centre de tournée. Mais malheureusement, il n'y a pas de prise en charge. C'est pour cela que nous demandons des parrains pour accompagner ces personnes qui ne sont pas en mesure de payer des séances de rééducation, parce que nous avons de plus en plus d'enfants IMC, d'enfants atteints de séquelles d'injection, d'enfants atteints de polio. Nous avons de plus en plus de cas d'AVC, de personnes âgées ici qui ont un rôle dans la société, à qui nous donnons des prestations, mais ces personnes ne sont pas en mesure de prendre en charge ces soins. Et on demande une participation minimum de 500 francs au lieu de 6 500 CFA. Vous voyez l'écart, ça ne peut pas nous aider à nous en sortir. Et c'est en nous aidant à parrainer ces enfants que ces parrainages-là qui vont pouvoir nous aider à avancer un peu. Plus de 50% des prises en charge en kinésithérapie concernent des enfants infirmes, moteurs cérébraux. Des pathologies très lourdes à prendre en charge au quotidien pour les familles. Venir ici change radicalement la condition de vie des enfants. Par exemple, passer de la position couchée à la position debout permet à lui seul un début de socialisation. Pour ce qui est de ces enfants, par exemple, on a récemment un nouveau partenaire qui est la Croix-Rouge de Monaco, qui nous aide et qui justement apporte le supplément, donc qui représente à peu près 5 000 francs, pour une séance qui va compléter donc, l'apport familial, l'apport financier familial, et qui va nous aider à payer ensuite nos employés et à payer le fonctionnement du centre de manière générale. À l'atelier d'appareillage orthopédique, on trouve toute la chaîne de fabrication. Les patients sont pris en charge depuis la mesure, les séances préparatoires en kinésithérapie, puis le moulage, l'assemblage et la finalisation des prothèses. La matière première spécialisée est fournie et financée par les donateurs. C'est le CICR, la Croix-Rouge internationale, qui nous donne les matières premières, les matières de base qui nous permettent de fabriquer les appareils. Ensuite, c'est donc les orthoprothésistes qui vont assembler et qui vont travailler ces matières pour fabriquer l'appareil. Ce que nous recevons, c'est des composantes, les pieds et des kits de fabrication, avec aussi ce matériel que nous appelons le polypropylène, qui a une couleur locale. Et c'est en fait c'est l'emboîture que nous confectionnons sur place et qui est adaptée à chaque patient. Autre particularité, unique en Afrique de l'Ouest, un camion atelier. Grâce à lui, des campagnes sont organisées à travers tout le Mali pour atteindre des patients dans les zones rurales. Je pense qu'il n'est pas actuellement de la possibilité du gouvernement ou d'une association de construire des centres un peu partout. C'est très coûteux. Mais avec un camion atelier, ça permet d'aller toucher les personnes handicapées dans leur milieu familial et traditionnel et leur donner une certaine autonomie. C'est le but visé. L'association des Amis du Père Bernard Verspieren et de nombreux partenaires soutiennent ce programme depuis plusieurs années. Continuer à l'aider est indispensable pour son avenir et son équilibre. Dans la restructuration, dans la qualité de production, dans la qualité de gestion des patients, c'est un modèle que nous sommes en train de mettre en place avec le fonds spécial. Et cela, ça permettra aussi à d'autres pays aussi de s'inspirer de ce modèle-là. Notre voyage se termine ici. Si vous voulez vous rendre compte par vous-même, n'hésitez pas à aller sur place. Vous serez toujours bien accueillis au Mali. Nous nous quittons d'ailleurs sur ces images de la Case de l'Amitié et de son hôtel solidaire bercé par la musique de Chéché Dramé. À bientôt à Terriabougou.